BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir ou re-bonsoir. Merci en tout cas d'être resté si vous étiez déjà là dans la première partie de cette édition. Julie Hamet, elle, est avec vous jusqu'à 22h, mais jusqu'à 21h, on va continuer évidemment à parler du voyage du président Macron au Proche-Orient. Et j'aimerais accueillir et dire bienvenue aussi à Madame Elena Ranchal, qui est directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, parce qu'on va évidemment parler aussi des problèmes humanitaires actuellement dans la bande de Gaza, Julie. Ouais, 2,3 millions d'habitants à Gaza qui manquent de nourriture, d'eau, de médicaments. L'ONU fait le point aujourd'hui. Il y a 54 camions qui ont pu rentrer depuis samedi dans la bande de Gaza. Un filet d'eau, c'est ce que dit l'ONU, un filet d'eau comparé aux 500 camions qui entraient chaque jour dans l'enclave avant la guerre. Et Emmanuel Macron a parlé de ce sujet et de cette crise humanitaire que vivent les Gazaouis. C'était lors de son entretien avec Benyamin Netanyahou. Le respect des populations impose, en l'occurrence, de permettre l'accès de l'aide, de rétablir, et nous en avons longuement parlé très en détail, de rétablir l'électricité pour les hôpitaux, pour les malades et les blessés, sans que cette électricité puisse être utilisée pour faire la guerre. Et nous allons bâtir des coopérations très concrètes sur ce sujet dans les tout prochains jours. Madame Ranchal, vous avez évidemment des équipes sur place. Les difficultés sont réelles, j'imagine. Oui, c'est extrêmement compliqué pour nous, pour Médecins du Monde, mais pour tous les ONG qui sont là. Nous, on est une vingtaine de personnes. Il faut savoir que c'est effectivement, on parle de la population de Paris. Dans un territoire assez petit, il faut ramener, on va dire, la population de la rive droite sur la rive gauche. Tout le monde là-bas. La bande de Gaza fait 40 km de long, seulement. Ouais, et c'est quoi, 1,5 million de personnes qui sont à la frontière? C'est un peu plus de 2 millions, 2 millions 2. 2 millions. Ouais. Et actuellement, on a 1,5 million de population qui est déplacée. C'est ce que je voulais dire. Près de la frontière, c'est 1,5 million qui ont tenté de fuir le nord, essayons d'être clairs, pour aller vers la frontière égyptienne. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est envisageable de pouvoir effectivement évacuer 1 million de personnes dans 24 heures. Et de toute façon, il faut savoir que même le sud, il est très bombardé. De toute façon, que les gens, ils sont fuis, certains, mais des autres, ils n'ont pas le choix de fuir. Oui, parce qu'Israël leur dit, quittez le nord, parce qu'en gros, on va bombarder Gaza, allez dans le sud, mais vous nous dites, le sud continue d'être bombardé aussi. Tout Gaza est bombardé, et la nuit précédente, ça a été un des plus bombardés depuis les 2 dernières semaines. C'est Laurent Saïd veut intervenir, je lui donne la parole. Non. Je suis très touchée par Gaza parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que moi j'ai vécu à Gaza. J'ai travaillé pour une chaîne américaine et de 2002 à 2004, je suis allée 6 fois à Gaza. J'ai vécu là-bas. J'ai travaillé à l'époque sur ce qui se passait. Il y avait des attaques suicides en Israël. Il y avait des gens de part et d'autre qui employaient des mots qu'on entend. Et il y avait ce dialogue impossible qui était en train de se passer sous mes yeux. Et Gaza, c'est une situation terrible. C'est à l'époque, en tout cas en 2002, 2003, 2004. Mon dernier séjour, c'était en 2006 pour couvrir les élections du Hamas. C'est des gens qui ont toujours vécu dans le blocus, dans des situations difficiles, avec des coupures d'électricité, avec de l'eau qui n'arrive pas, qui se sont organisés. Il y a une démographie incroyable à Gaza. Il y a des gens qui vivent par 8 ou 10 personnes dans la même maison. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour comprendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Là, quand elle est arrivée sur le plateau, je lui ai demandé, mais vous avez des nouvelles de votre équipe avec le manque d'électricité qui a été coupé, pas de moyens de joindre les équipes qui sont sur le terrain. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui font un travail admirable pour sauver des enfants qui sont régulièrement bombardés. Et être journaliste, c'est aussi décrire une vie quotidienne atroce qui s'est passée pendant des années à Gaza. Alors justement, ça veut dire évidemment, sans diminuer l'atrocité des attentats commis en Israël et le drame. Ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne, voilà, Laurent. Il y a deux choses. Justement, je termine. Sans diminuer quand même, c'est toujours bien de faire ce préambule, pardon, Laurent Saïm, mais c'est important de le faire, sans diminuer l'atrocité des actes terroristes du Hamas en Israël. Et vous allez comprendre ma question, là où je veux en venir. Est-ce que ça veut dire quand même que pendant des années, on a un peu mis sous le tapis, pardon de dire ça, mais est-ce qu'on n'a pas mis un peu sous le tapis la situation de vie quotidienne des Palestiniens dans la bande de Gaza? Oui. Je parle du gouvernement français, par exemple. Non, mais c'est pas le gouvernement français, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui est responsable. Et aussi les Palestiniens, avec des millions qui sont arrivés, qui parfois ont été détournés par les Palestiniens. À un moment, il faut dire les choses. En tout cas, les civils à Gaza, ils ont été victimes de tout le monde. Ils ont été victimes, et c'est ce que les gens disent, des pays arabes. Ils ont été victimes
victimes des Israéliens, ils ont été victimes de Hamas, ils ont été victimes d'une indifférence générale. Et à travers l'histoire, à travers tous les conflits, il y a une haine absolue qui a commencé à se construire et qui parfois a été récupérée. Mais on ne peut pas comprendre Gaza en disant « Tiens, aujourd'hui, on s'intéresse simplement à Gaza ». Gaza, il y a une histoire qui s'est construite, non pas sur un an, mais sur des dizaines d'années, avec des gens dans la population civile qui ont vraiment souffert. Elena Ranchal, je vous redonne la parole et après nos équipiers. Alors, un peu pour témoigner la situation qu'il y a sur le terrain, c'est de notre équipe, nos équipes, ils risquent la vie tous les jours, hein, mais chaque minute qu'ils sortent. Il y a des choses quotidiennes de la vie. Pour avoir acheté du pain, que c'est très compliqué, il faut faire des queues de 6 heures. Et nos équipes qui prêtent main forte dans certains hôpitaux, ils nous disent qu'ils sont en train de faire des opérations au sol. Et avec les torches de même téléphone. le sol, sans anesthésie. Oui, sans anesthésie. Et des dialyses que normalement, ils peuvent avoir à 4 heures. Ils sont en train de réduire à 1 heure parce qu'il n'y a pas de carburant. Alors ça, c'est les situations. Et il faut savoir qu'il y a sans électricité, c'est ni les aspirateurs, ni les respirateurs, ni les incubateurs, etc. Il y a beaucoup de gestes basiques qui ne marchent pas. Imaginez l'hôpital Bichat, ici à Paris. Un hôpital qui peut avoir une capacité de 700 lits. Maintenant, à Gaza, ces hôpitaux, ils sont en train de mettre des tentes dans les alentours pour couvrir jusqu'à 5000 personnes. L'ONU a perdu 35 de ses membres à Gaza depuis le 7 octobre. Est-ce que vous, dans votre organisation, il y a eu aussi des décès ? Pour le moment, on est très content de savoir que nos équipes y vont bien. Pour le moment, pour être honnête, on ne sait pas pour combien de temps. Et on est préoccupé pour nos staffs, mais pour toute la population en général. C'est 12 millions de personnes. Ça fait 14 jours qu'il y a un blocus complet, que les droits internationaux humanitaires, il est assez bafoué et que vraiment, ça qu'on demande vraiment, c'est qu'il y a un cessez-le-feu important. On prête beaucoup d'attention à ces quelques camions, que c'est vraiment un maigre soulagement. Les 10, 15, 20 camions qui sont en train de rentrer, c'est complètement insuffisant par rapport aux besoins qu'il y a, en sachant que ces camions, ils rentrent exclusivement pour les sud de Gaza. Rien 54 camions depuis samedi, normalement c'est 500 camions par jour. C'est rien. Le président de la République a rappelé tout à l'heure qu'il entendait la souffrance des civils à Gaza et que rien ne saurait la justifier, sauf que j'ai bien peur que ça s'empire de jour en jour et que l'invasion terrestre ne va pas arranger les choses. Attends, il faut aussi rappeler que les Palestiniens à Gaza, c'est terrible de le dire, mais c'est la réalité que moi, encore une fois, lorsque j'étais sur place... Vous allez dire, ils ont l'habitude, c'est ça ? Mais c'est horrible à dire, mais il y a tout un système qui s'est fait pour, d'une certaine manière, comme ils le disent, résister au blocus. Il y a le système des tunnels qui a permis, pendant des années, d'acheminer de la nourriture, de l'essence, des armes, mais aussi, bien sûr, j'étais en train de dire des armes, d'accord ? Mais dans un travail d'objectivité, c'est pas une population qui a eu l'habitude, à un moment donné, de vivre dans le confort. C'est une population... Est-ce que c'est vrai que les tunnels, le Hamas se les... Pardon, mais je les ai visités, les tunnels. Le Hamas se les réserve et qu'en revanche, les civils ont peu accès au souterrain pour pouvoir se protéger. En ce moment, je suis pas sur place, je peux pas vous répondre, mais moi, quand j'ai visité les tunnels en 2014, je suis descendue dans les tunnels. C'est une infrastructure dans la bande de Gaza qui s'étend sur des kilomètres. Il y a des tunnels qui vont vers l'Égypte, qui permettent... c'est des tunnels qui sont des tunnels cylindrés. Il y a parfois comme un petit chemin de fer qui est à l'intérieur du tunnel qui permet de faire rouler, comme vous le voyez dans les mines de charbon, des petits wagons qui permettaient de mettre des choses à l'intérieur de ces wagons. Il y a des tubes de canalisation d'eau qui peuvent être acheminés. Il y a aussi des roquettes qui peuvent être acheminées. C'est pour ça que d'ailleurs, en 2014, les Israéliens avaient fait une énorme opération pour essayer d'anéantir les tunnels de Gaza. Et personne ne sait à l'heure actuelle si les Israéliens ont réussi ou pas à anéantir tous les tunnels. Parce qu'il y a des centaines de kilomètres de tunnels souterrains à Gaza. C'est comme une ville souterraine. Ça s'appelle d'ailleurs le métro de Gaza. Églantine Delalleux, vous vouliez dire ? Non, je voulais rebondir sur les propos de Laurence Saïm tout à l'heure, sur l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis des Palestiniens. Les accords d'Abraham ont aussi mis une sorte de couvercle sur cette question palestinienne. C'est les accords entre l'État hébreu, enfin la normalisation des relations entre l'État hébreu et des pays arabes. Et ça a mis un couvercle. Et je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, en a fait aussi les frais. Je vais moi aussi rebondir sur ce que vous dites. On a entendu plusieurs fois le mot blocus. Il faut peut-être rappeler que Gaza subit depuis des années et des années un blocus insupportable. Là, on parle du fait que la population de Gaza manque de tout, mais elle manquait déjà de tout
ou en tout cas de beaucoup, depuis des années. Cette idée de blocus de Gaza est quand même une idée qu'on pourrait aussi... Et qui va contre le droit international, ça a été rappelé par l'ONU. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, et que quand vous parlez aux Israéliens, et encore une fois là, je me fais, et j'espère bien le faire, les deux côtés. Les Israéliens, ils vont vous opposer l'argument suivant. En 2006, le Hamas arrive au pouvoir démocratiquement. Il y a des élections, ils sont élus. Ils font un travail social incroyable. Ils construisent des écoles, ils réhabilitent des mosquées, etc. En 2007, il y a des millions de dollars qui ont été donnés. Les Israéliens, ils sont plus là. Les Israéliens, ils sont partis en 2005. Netanyahou, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, ils ont été obligés d'expulser de force les Israéliens qui vivaient à Gaza. Et c'était un drame pour Tsahal, pour beaucoup de soldats de Tsahal, d'expulser. Ça a été déchirant. Il y avait des gens qui s'accrochaient, qui ne voulaient pas partir. Et des soldats. Eh bien, depuis 2007... Gaza, c'est aux Palestiniens, c'est géré. Mais c'est une prison à ciel ouvert. Attendez, mais la situation est désastreuse à Gaza. C'est géré avec des millions de dollars qui ne sont jamais arrivés par les Palestiniens. Ça, c'est ce que vous disent les Israéliens, même les Israéliens modérés. Après, qu'il y ait eu des problèmes internes, que l'argent a été détourné, que l'argent ne soit pas arrivé, est-ce que c'est le problème israélien à un moment donné? Alors, Fred, chacun son tour. Fred et après Pablo. Le blocus au nord, c'est Israël, au sud, c'est l'Égypte. Attention, il y a une porte de sortie aussi. Il y a Rafah. L'Égypte ne veut surtout pas accueillir les Palestiniens. Attention, parce que le blocus, il est des deux côtés. Bah oui, c'est la réalité géopolitique. Mais non, parce que c'est très bien de toujours parler du blocus israélien. Ensuite, il y a un pays arabe qui bloque les Palestiniens. Les pays arabes n'ont jamais rien fait pour les Palestiniens. À un moment donné, nos impôts, nous Européens, nous donnons beaucoup d'argent à la Palestine, et on sait très bien que notamment au niveau de l'éducation, est l'un des plus gros. Oui, bien sûr. Et au niveau notamment pour l'éducation, et qu'il y a quand même cet argent qui sert. Je suis désolé d'être ici comme la voix d'Israël, alors que je ne suis pas israélien, je ne suis pas juif, de cet argent qui sert à faire une éducation des gamins, des livres d'éducation, des livres des gamins, on les forme à la haine du juif. Ça, on sait très bien qu'il y a de l'argent qui vient de l'Europe pour ça. L'argent de l'Europe, il va aussi à Médecins du Monde. Oui, mais il va aussi à faire des livres d'école où on élève les gamins dans la haine du juif. Alors ça, c'est une réalité. Elena Ranchal, sagement, lève le doigt pour intervenir. Alors, je vous donne la parole. Je ne veux pas entrer dans des analyses géopolitiques ni sur l'histoire, etc. Moi, seulement, c'est rappelé parce qu'il y a beaucoup de maintenant dans les médias. C'est que maintenant, il y a 12 millions de personnes à Gaza qui ont besoin de tout. Certes, ça a été jamais facile et certes, il y avait un blocus, mais maintenant, c'est un blocus complet depuis 16 jours. Et rien rentre, absolument rien. C'est 54 camions, c'est vraiment rien, c'est une goutte dans l'océan. Et pourquoi ça ne rentre pas par Rafah, par l'Égypte? Ça rentre par Rafah. Ça rentre par Toutes les choses rentrent par Rafah. Ça serait bien aussi qu'il y a des autres postes frontières qui rentrent parce que de toute façon, en Israël, pour l'instant, il y a un seul poste frontière. Mais c'est-à-dire, vous pensez vraiment que les Israéliens vont ouvrir de nouveau la porte de Gaza après ce qui s'est passé le 7 octobre? L'aide humanitaire, en fait. Mais c'est une vraie question. Ce que veut dire, imagine la question dans la tête des gens, les Israéliens. La question qui est posée par Fred Dermel, c'est la question qu'est-ce que c'est la justice en fait pour Israël qui a été attaqué aussi durement par des attaques terroristes? Est-ce que la justice c'est en gros de massacrer, d'affamer, de couper l'électricité? Mais ils font pas ça. Affamer, couper l'électricité à des massacrer. Non, mais le mot que vous venez d'employer, massacrer. Il y a 6000 personnes qui sont mortes, il y a 2000 enfants, comme ça a été rappelé par Mahmoud Abbas tout à l'heure. Il y a plus de 2000 enfants qui sont morts en Palestine. On laisse répliquer Laurent Saïd. 2000 enfants morts à Gaza, moi j'appelle ça un massacre. Moi, je différencie pas la nationalité d'un enfant quand il meurt sous mes yeux. Ça c'est le principe de base. Par contre, vous pouvez regarder d'où viennent les bombes. C'est aussi ce que le président Macron a rappelé aujourd'hui. Un civil français vaut un civil palestinien, vaut un civil israélien. Quand vous dites que les Israéliens massacrent les Palestiniens, c'est le mot que vous venez d'employer. Ça, je peux pas. Non, ça, je peux pas laisser passer. Je suis désolée, je suis pas d'accord. 6000 personnes, c'est à partir de combien un massacre? À partir de combien c'est un massacre? À partir de combien d'enfants? Pour moi, le mot massacre aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est aussi un massacre. Quand c'est délibéré, quand la mort, quand on envie de donner la mort est délibérée. On le dit depuis le début qu'il y aura des enfants qui mourront. Et depuis le début, on sait que ça va être un massacre. Et il y a 2000 enfants qui sont morts à Gaza. C'est comme comparer Oradour-sur-Glane avec les bombardements des Alliés sur les villes. Au-delà du mot massacre, les faits sont là. Il y a des milliers de personnes, des civils, des innocents qui meurent actuellement sous les bombes de Tsahal. Et ça va continuer. Ce n'est pas un choix de Tsahal de tuer les gens. Je voudrais lire le tweet de notre consoeur qu'on connaît bien, Françoise Degoise, qui aujourd'hui a écrit « Je pose une simple question. Si la France avait subi la pire attaque
terroriste de son histoire, avec l'équivalent de 8 000 à 10 000 personnes assassinées dans des conditions atroces, corps démembrés, décapitation. Pardon de faire cette énumération, mais je lis ce qu'elle écrit. 8 000 à 10 000 personnes assassinées dans des conditions atroces, corps démembrés, décapitation, brûlés vifs, difficilement identifiables car il faut remettre les membres avec les corps qui vont avec. Donc, si la France avait subi cela et que l'ennemi était formellement identifié, comment réagiraient les bancs de l'Assemblée nationale ? Est-ce que nous demanderions un cessez-le-feu? C'est une vraie question. Non, mais c'est la question. Oui, Gérard Miller. Il y a toujours quelque chose qui me met mal à l'aise dans ce type de problématique. Je suis à 100% d'accord avec vous sur l'abomination du Hamas et la façon dont c'est vécu par les Israéliens. Vous avez 100% raison. Mais ça me rappelle trop lorsque, si vous me permettez, mutatis mutandis, de me déplacer, lorsque les gens disaient « Vous n'êtes pas pour la peine de mort, qu'est-ce que vous feriez si on égorgeait votre fille devant vous? Est-ce que vous ne seriez pas pour la peine de mort ?» Lorsqu'on imagine le pire, évidemment qu'on est prêt à tuer l'autre. Bien sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas réfléchir dans ces termes-là. Et il y a le droit international. Vous voulez dire qu'on n'est pas bon juge quand on est la victime? On n'est pas bon juge, évidemment qu'on n'est pas bon juge. On peut aussi dire, quand les Américains, parlons un tout petit peu d'eux, ont bombardé Hiroshima, est-ce qu'on se rappelle que ça a fait 140 000 morts à Hiroshima? 100 000 sur le moment et 30 ou 40 après. Et pourtant, évidemment, ça a permis l'arrêt de la guerre, avec en plus Nagasaki, 74 000 morts. Donc bien sûr qu'il y a des abominations qui répondent à des abominations. Mais soyons sensibles. Madame est là pour nous dire qu'il y a un besoin humanitaire, qu'il faut ouvrir des postes frontières. Je comprends bien que les Israéliens sont dans une autre logique, à 100%. Mais bien sûr. Mais nous qui sommes sur ce plateau, et vous qui êtes là, nous pouvons être sensibles au fait qu'un cessez-le-feu et au moins l'ouverture de couloirs humanitaires, c'est la moindre des choses qu'on puisse réclamer. Même la guerre, il y a ses règles. Il y a les droits internationaux humanitaires. Il y a des choses qu'il faut respecter. On ne peut pas vraiment faire un bloc sur autant de temps sur des personnes. Oui. Vraiment, on va vers... Déjà, la situation, c'est très sérieuse. Mais combien de temps on va attendre si les gens ils sont pas de nourriture? On va rentrer dans des crises de famine. On va, pour exemple, se confronter à des épidémies de choléra par rapport aux conditions sanitaires qu'il y a, par rapport au fait que les gens, ils sont maintenant 3 litres d'eau pour le moment. Et parfois, ils vont voir de l'eau salée de la mer. Alors, on va vraiment vers une catastrophe assez importante. Alors, on peut continuer à discuter des uns, des autres, de l'histoire, de la contexte géopolitique, etc. Mais vraiment, maintenant, que c'est important, c'est protéger les civils. Tous les civils, les protéger et demander vraiment un cessez-le-feu et que la France aussi lève un peu les temps pour demander ce cessez-le-feu. Ouais, il y a une autre réaction qui est intéressante, vous avez dû la voir, Laurent Saïm, celle de Barack Obama aujourd'hui, qui dit « Même si nous soutenons Israël, nous devons également être clairs sur le fait que la manière dont Israël mène sa lutte contre le Hamas est importante. Le monde suit de près l'évolution des événements dans la région et toute stratégie militaire israélienne qui ignorerait les coûts humains pourrait finir par se retourner contre l'État hébreu. » Et ils disent, parce que c'est la spécialiste des États-Unis aussi, je l'ai vu soupirer pendant que vous lisiez. Pourquoi vous avez soupiré? Voilà, ils disent, on ne fait pas comme nous avec le 11 septembre. Non, mais 15 jours après la réaction de Barack Obama, je la trouve vraiment trop tardive. Oui, mais Joe Biden a dit la même chose. Laurent, Joe Biden a dit la même chose. Non, mais Joe Biden, il est au pouvoir, d'accord. Barack Obama, il est dans les coulisses avec tous ses conseillers. Mais ça rejoint qui ce que étaient dit les Joe numéros Biden. 3 de Barack Obama, qui maintenant sont les numéros 2 mais de ça Joe rejoint Biden. ce que dit Joe Biden. Non, mais la parole de Barack Obama, elle est trop tardive. Et il fait ça parce qu'aux États-Unis, la société est divisée comme jamais. Sur les campus américains, il y a des étudiants qui sont en train, mais pratiquement, de s'affronter physiquement entre pro-israéliens les affiches des enfants. Il y a des études. Voilà. Il y a l'université de Boston, et ça a fait le tour des réseaux depuis 24 heures, une jeune étudiante qui a été dans un couloir arracher les photos des otages et elle est prise à partie, etc. Ça se passe. Il y a une génération américaine. Oui, mais aux États-Unis, ça s'est jamais passé. Surtout dans les universités américaines. Et donc, ils sont dans un terrain. D'abord, ils sont dans une société très radicalisée, avec vraiment des fractions, avec une campagne présidentielle qui arrive. Et là, Obama, il se pose un peu en sage. Je vais me fâcher avec personne. Non, mais c'est ne je vais pas communiquer. Laurent, bon, juste voilà. répondez-moi sur ce point-là. Ne faites pas comme nous après le 11 septembre. C'est le message des Américains et de Joe Biden lui-même. C'est ça qu'il veut dire, Barack Obama. Il dit ce qu'il veut, Barack Obama. Moi, je trouve qu'il arrive devant une émission de télé, qu'il fasse des interviews, qu'on lui pose des questions, qu'on lui demande ce qui s'est passé au moment de la Syrie, par exemple. Les enfants bombardés chimiquement avec la ligne rouge qui devait être franchie, qui n'a jamais été franchie. Merci. Donc, je pense qu'il y a des choses que Barack Obama peut... Mais c'est totalement inadmissible. Et François Hollande le raconte très bien ça dans son livre Les leçons du pouvoir. Parce que je pense c'est toujours inadmissible aujourd'hui. Non, mais excuse-moi, mais Barack Obama qui vient maintenant donner des leçons alors que la France
était leader pour aller sauver les enfants Non, il ne d'Alep. donne pas des leçons, il essaye de faire au mieux et je pense Ouais. que Barack Mais il n'a rien Obama- fait pour les enfants d'Alep. Mais Barack Obama, et je pense pouvoir dire, et je ne veux pas parler pour Barack Obama, mais la logique de Barack Obama, c'est que le monde est dans un état désespéré et qu'il faut essayer de calmer les choses et les gens. Vous Voilà. disiez en France aussi, est-ce que vous pouvez être plus clair, Oui, il y Églantine a de l'Union des Lalleux? étudiants juifs de France qui ont placardé, qui placardent même encore des photos des otages sur les murs des universités. Et le matin, quand ils arrivent, parce qu'ils font ça dans la nuit pour justement qu'il n'y ait pas de problème, quand ils arrivent, la plupart des affiches sont enlevées, Il y a même sont arrachées. Des photos À la à place, on a l'Assemblée pris nationale. J'ai vu qu'il y avait une députée qui s'était Exactement. plainte Oui, aussi. Afia Soudé, qui a Ouais. eu ça sur sa porte. Ouais, sur sa porte aussi. Un mot encore sur la situation là-bas. On peut d'ailleurs appeler nos téléspectateurs, évidemment, on ne le fera jamais suffisamment à donner à Médecins du Monde et aux autres associations qui sont sur place. Lesquelles d'ailleurs? La Croix-Rouge, qui est sur place? Il y a plusieurs, hein. Il y a Médecins du Monde, mais il y a énormément. Il y a Médecins sans frontières, il y a pas mal d'étrangers avec lesquels on se coordonne, etc. Et justement, je voulais faire une précision parce que vous avez dit l'argent de l'Union européenne qui va pour Médecins du Monde. On a les luxe, on va dire, de Médecins du Monde, de compter avec des millions de donateurs qui nous permet d'être indépendants, effectivement. Et ça, c'est très important parce que cette indépendance, ça nous permet aussi de choisir quand on est, qu'est-ce qu'on fait, où on y va, etc. Ce n'est pas forcément le cas des autres. En tout cas, nous, on est très bien sûr, contents bien sûr, d'avoir bien sûr. ce modèle et c'est très bien. Moi, je répète exactement la même chose. C'est vraiment, regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On a des témoignages qui ont bien vous raconter vraiment la situation. C'est dramatique et le problème, c'est qu'il ne faut pas que vous vous fatiguez de voir que la situation, c'est dramatique. On fait la situation aujourd'hui, elle est horrible. Mais après-demain, ça va être encore horrible. Je le disais, ça risque de s'aggraver encore. Mais vraiment de façon très grave. Et de nouveau, on parle de 12 millions de personnes. On parle de tout Paris. On parle de 3 fois Marseille. Et c'est ça, les dimensions. On ne parle pas des... Mais l'évacuation vers le sud, avec les Israéliens qui disent, et encore une fois, quand vous écoutez les briefings, ils vous disent, mais on est conscient de la crise humanitaire qui arrive, on a demandé avant les bombardements à la population civile de se déplacer vers le sud. Quelle est la réponse des gens qui sont sur place? C'est irréel. Vous avez vu, ça fait pas longtemps, on a eu les Hautes-Karabakh avec l'Arménie. Avec l'offensive. Non, mais là, je ne vous parle pas de l'Arménie, je vous parle de Gaza. Mais c'est seulement pour vous illustrer les volumes. Les Hautes-Karabakh, les 120 000 personnes des Hautes-Karabakh, ils ont mis 4 jours pour évacuer. OK? Là-bas, on est en train de dire qu'on demande à 1,5 million de personnes d'évacuer en 24 heures. C'est pas possible. Mais c'est petit, Gaza, quand même. Vous pouvez passer du nord au sud assez facilement. Sachant qu'ils bombardent aussi le sud. Et sachant que Hamas empêche aussi les mouvements Voilà, populaires. et sachant qu'il y a des documents qui montrent qu'il y a par exemple des gens qui sont montés sur un camion en abandonnant leur maison et il y a un bombardement sur le camion qui s'est passé. Donc on ne sait pas d'où était l'origine du bombardement. Non, mais attendez, Laurent, je ne sais pas ce que vous essayez de dire. Simplement, n'essayez pas de nuancer quelque chose de simple. Madame a dit la guerre, on sait que c'est monstrueux. Bah oui, c'est monstrueux la guerre. N'empêche qu'il y a des règles, qu'il y a des lois et qu'on ne peut pas effectivement faire souffrir quelle que soit l'abomination de l'adversaire. Nous n'allons pas ressembler au Hamas, les Israéliens ne doivent pas ressembler aux terroristes. C'est une chose simple. C'est-à-dire qu'évidemment, à chaque fois, et Laurent a raison, on rappelle ce que sont cette monstruosité de crimes terroristes. Mais ça n'autorise pas effectivement d'affamer une population entière. Ça n'autorise pas de se conduire nous-mêmes, je dis nous-mêmes parce que je me sens solidaire des Israéliens dans ce cas-là, de nous conduire effectivement comme des monstres. Il faut effectivement que la population de Gaza soit protégée, c'est tout. Un mot, je reviens un peu à la politique française, parce que Raquel Garrido, que vous connaissez bien, elle, mieux que Jean-Luc Mélenchon, a tweeté aujourd'hui, le président Macron avait le choix entre aider ou nuire. Elle y va fort. Elle dit les atrocités du Hamas sont du terrorisme comme Daesh, mais une coalition de cette nature ne permet en rien la préservation des vies des civils et des otages pourtant prioritaires. Macron n'aide pas, pire, il nuit. Exagère, non? Écoute, alors, moi je viens ici pour taper sur la France insoumise. Non, je pense que ce qu'elle veut dire... On en tient. Non, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, elle est quand même déçue d'avoir un président qui ne soit pas à la hauteur des autres présidents que j'ai évoqués, Chirac, Villepin, qui n'était pas président, ou De Gaulle. C'est ça qu'elle veut souligner. Mettez pas Mitterrand dans le lot, d'ailleurs. Vous ne citez pas Mitterrand depuis tout à l'heure. Mitterrand, il a pas eu... Enfin, il a eu une position équilibrée. Il avait un philosémitisme et un amour d'Israël particulièrement fort. Je pense qu'il n'a pas joué le rôle que, par exemple, on citait Villepin a pu jouer. Je ne sais pas comment dire. Nos présidents ont été des grands hommes par rapport à la paix. On ne va pas jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre. Mais il y a quand même eu, à un moment donné, des voix fortes qui ont été entendues dans le monde arabe. Parce qu'effectivement, ces voix prenaient en compte la situation
pas comme les Américains. Je suis désolé de le dire. Je tourne vers moi, mais je suis non, On a la France insoumise, les États-Unis. Je veux dire par là que vous voyez, par exemple, les Américains, ils font quand même des choses pas mal. Moi qui suis à 100% pour l'existence d'Israël, je suis aussi à 100% pour l'existence d'un État palestinien. Et quand vous évoquez effectivement les accords d'Abraham, il faut se rappeler les accords d'Oslo. Et qui a fait péricliter les accords d'Oslo? Il faut se rappeler qu'au pouvoir en Israël aujourd'hui, excusez-moi de le rappeler, il y a des gens qui considèrent que l'assassin de Rabin est un héros. Oui. Et qui a fait les accords d'Abraham? Donald Trump. Et voilà. On se regardait. Non, mais... et qui a dynamité la paix aussi. Et après Oslo, les terroristes palestiniens qui se faisaient sauter dans le bus à Jérusalem et à Tel Aviv. Là aussi. Hein, mais vous avez tout à fait raison de rappeler que le pire a été du côté des Palestiniens avec le Hamas et les terroristes, et le pire aussi du côté de l'extrême droite israélienne. Mais en tout cas, puisqu'on a la chance d'avoir Madame là, on peut quand même tous être d'accord, Laurent, sur le fait que, quelle que soit la monstruosité du Hamas, il faut préserver la population de Gaza. Ça me semble une évidence. Un mot sur Joe Biden, puisque, en profitant de votre présence, Laurent Saïm. Alors, il y a un tournant, il y a un breaking news Biden là, que je vais vous donner. C'est-à-dire que vous êtes tous en France en train de dire il est vieux, il est gâteux, il va pas du tout. Et là, en fait, il est absolument... Voilà. Non, voilà. C'est Benjamin Button, en fait. Non, il a été... Et là, il faut le dire, il a été exceptionnel. Il a été un homme d'État, il a fait un discours à la nation qui était remarquable. Même nos confrères de Fox News, qui est quand même cette chaîne très très conservatrice, qui est très anti-Biden, tous les éditorialistes ont salué, pratiquement tous, la performance de Joe Biden. Et Joe Biden, il a décidé d'être le sage. C'est un peu confusant. Non, c'est pas ça. C'est ce sage chinois Confucius qui arrive, le papy qui rassure. Je ne suis pas dans l'agitation. Je marche lentement. Je regarde, je fais attention, pas de tweet toutes les 15 minutes et je rassure parce que... La sagesse vient des personnes plus âgées. On l'a vu avec Jean-Louis Bourlange en France hier. Mais là, ça marche 77 bien. ans. Il y a une nation qui est anxieuse, il y a un monde qui est anxiogène et il est en termes de politique, en termes de sagesse, il a trouvé quelque chose là qui est assez intéressant en temps de crise. Après, ça ne veut pas dire, parce que l'élection elle aura lieu dans un an, il peut se passer plein de choses. Moi, ce que je trouve, et je vais terminer là-dessus, c'est que vous savez, on n'arrêtait pas de parler de Trump, des procès, et c'était vraiment Trump News, c'était l'Amérique. Et bien maintenant, là, Donald Trump, il est complètement éclipsé par ce qui se passe. Mais 30 secondes, vous avez 30 secondes. C'est un peu paradoxal, en fait, en temps de crise, d'aller très lentement quand on nous parle d'une crise humanitaire qui, elle, nécessite en fait de prendre des décisions très rapidement. Non, mais attention, ils ont été 50 jours pour débloquer la situation à Gaza. D'après les informations qu'on a, et c'est pas simplement moi qui le dis, c'est tous les gens qui ont observé, et très rapidement, ils ont calmé les Israéliens. Joe Biden, il a été avec les 17 personnes les plus importantes de son cabinet, voir Netanyahou, et je pense qu'à un moment donné, ils ont dit aux Israéliens certaines choses que les Israéliens n'avaient pas envie d'entendre, et il y a un jeu de la diplomatie en ce moment qui est fait, et Joe Biden, pour le moment, essaye de ne pas précipiter le monde dans une catastrophe. Merci Laurent Saïm.